Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va voir le cours intitulé Maladie veineuse thromboembolique entrant dans le cadre du module de cardiologie. À travers ce cours, on essaiera d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Comment diagnostiquer une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire, identifier les situations d'urgence avec planification de la prise en charge, argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient et connaître les facteurs de risque et les situations à risque. Le plan du cours, on va suivre un certain cheminement. On commencera par la physiopathologie. Par la suite, on discutera le diagnostic positif d'une thrombose veineuse profonde, diagnostic étiologique et le traitement. Par la suite, on va passer à l'embolie pulmonaire avec le diagnostic positif, les signes de gravité et enfin le traitement. Sur le plan physiopathologique, il faut savoir que la maladie veineuse thromboembolique, c'est une entité intriquée entre thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire avec une histoire commune, que ce soit dans la genèse et l'évolution. Il faut savoir que la thrombose veineuse profonde est l'obstruction plus ou moins complète d'une veine profonde par un thrombus constitué in situ. Le traitement, si on peut dire, aura pour objectif de prévenir l'extension du thrombus, sa migration, occasionnant une embolie pulmonaire, et à distance, éviter la constitution des séquelles de syndrome post-phlébitique. L'histoire naturelle de la TVP est indissociable de celle de l'embolie pulmonaire, qui en fixe le pronostic vital, c'est-à-dire la gravité de cette maladie, c'est réellement le risque de survenue de l'embolie pulmonaire pourvoyeuse d'une morbimortalité importante. C'est-à-dire, ce sont deux présentations d'une même maladie, mais il faut savoir que leur association est fréquente, mais avec certaines particularités. L'embolie pulmonaire est le plus souvent secondaire à une TVP. Chez environ 50% des patients, ils ont une TVP proximale, l'angioscanner thoracique met en évidence une embolie pulmonaire cliniquement asymptomatique. C'est-à-dire, si on ne la cherche pas, on la trouve pas. Le risque de décès et de récidive est cependant plus fréquent après embolie pulmonaire qu'après TVP. Une embolie pulmonaire symptomatique est associée à une TVP symptomatique moins de un quart des cas. Le risque d'embolie pulmonaire est majeur durant les 3 à 7 jours suivant une intervention chirurgicale. Près de 10% des embolies pulmonaires sont mortelles dans l'heure suivant leur constitution. C'est des patients qui généralement n'arrivent pas à l'hôpital. L'embolie pulmonaire est compliquée d'un choc dans 5 à 10% des cas et d'une dysfonction VD dans 1%, un cas sur 2. Et par la suite, en long cours, une hypertension pulmonaire chronique complique à distance une EP traitée dans 5% des cas. Sur le plan physiopathologique, les thromboses veineuses profondes surviennent suite à l'association plus ou moins de 3 facteurs importants. Généralement, il faut au moins l'association de 2 de ces 3 facteurs pour donner la genèse à une thrombose veineuse. Le premier facteur, c'est la stase sanguine, qui va provoquer l'accumulation des facteurs procoagulants tout en diminuant l'élimination des facteurs activés. Le deuxième, c'est l'atteinte vasculaire endothéliale qui occasionnera une augmentation de l'adhésivité à la paroi et une diminution de la thromborésistance. Le troisième facteur, c'est l'hypercoagulabilité avec un potentiel prothrombotique qui deviendra important tout en diminuant le potentiel antithrombotique. Et ces 3 facteurs constituent ce qu'on appelle la triade de Virchow, qui explique en grande partie la genèse des thromboses veineuses profondes. Pour ce qui est de la physiopathologie de l'embolie pulmonaire,
c'est-à-dire on a dit la formation généralement dans la plupart des cas d'une thrombose veineuse profonde et sa migration vers la vascularisation pulmonaire, la tête pulmonaire va provoquer l'embolie pulmonaire. Alors a des conséquences sur le plan hémodynamique et respiratoire. Pour ce qui est des conséquences hémodynamiques, généralement l'embolie pulmonaire devient symptomatique quand au moins 30 à 50% de lits artériels pulmonaires amputés ou occlus. La mort subite peut être la conséquence de l'augmentation brutale des résistances artérielles pulmonaires. Ça survient généralement dans l'obstruction du tronc de l'artère pulmonaire ou d'une des branches principales, l'artère pulmonaire droite ou gauche. La dilatation du ventricule droit est bien entendu secondaire à l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. On aura une augmentation de l'apport-charge du VD qui impliquera sa dilatation, l'inversion de la cinétique du symptôme, ce qu'on appelle le symptôme paradoxal, et ce qui induira, bien entendu, secondairement, une diminution du débit cardiaque, parce que, comme vous le savez, le débit cardiaque droit et gauche sont interdépendants. La diminution du débit cardiaque droite impliquera forcément une diminution du débit cardiaque gauche, et par conséquence, hypoperfusion périphérique. Pour compenser cette diminution de débit cardiaque gauche, le système cardio-circulatoire va essayer de compenser. Parmi ces mécanismes, on a la stimulation du système sympathique qui occasionnera une augmentation, bien entendu, de fréquence cardiaque pour essayer de maintenir et de restaurer à la fois la perfusion pulmonaire et systémique. Maintenant, une pression artérielle stable. Si ces mécanismes de compensation n'arrivent pas à maintenir une pression artérielle stable, on aura une baisse de la pression artérielle systémique avec hypoperfusion systémique et même coronaire, occasionnant une dysfonction VG ischémique qui pourrait aboutir au décès du patient. Pour ce qui est des conséquences respiratoires, on a principalement l'hypoxémie, qui est secondaire aux indications du rapport ventilation-perfusion avec hypoperfusion efféchante. Et cela expliqué par la présence de zones pulmonaires ventilées, c'est-à-dire alvéoles ventilées, mais l'autre versant de la barrière capillaire, c'est-à-dire le capillaire n'est pas perfusé dû à l'obstruction en amont de la vascularisation pulmonaire. Le deuxième mécanisme d'hypoxie, c'est la baisse du débit cardiaque systémique. On pourrait avoir aussi, par le jeu de changement des pressions entre cavités droite et gauche, donc augmentation importante des pressions en cavité droite, de telle sorte les pressions à un certain moment dans l'oreille droite dépassent celle de l'oreille gauche, et on aura possibilité d'avoir l'ouverture du foramen ovale perméable avec un shunt droit-gauche normalement inexistant, et ce qui pourra favoriser ce qu'on appelle les embolies paradoxales, c'est-à-dire le thrombus, thrombose veineuse probante. L'embolisation de ce thrombus peut passer du réseau droit au réseau gauche, c'est-à-dire à travers le foramen ovale perméable, et occasionner des embolies artérielles, par exemple un incident vasculaire cérébral. Les embolies distales de petite taille, sans retentissement hémodynamique, peuvent être responsables d'hémorragie intra-alvéolaire impliquant des hémoptysies, d'un épanchement pleural, souvent douloureux, voire d'infarctus pulmonaire. C'est-à-dire, en quelque sorte, sur le plan physiopathologique, la survenue d'hémoptysies qui peuvent être alarmantes pour le patient en cas d'embolie pulmonaire ne sont pas forcément témoins de gravité. C'est-à-dire, elles témoignent uniquement d'embolie distale, généralement à faible ou sans retentissement hémodynamique. Ils ne sont pas à risque. On a une multitude de facteurs prédisposant à la maladie thromboembolique veineuse, la chirurgie, les traumatismes, l'immobilisation prolongée pour toute raison, les néoplasies, les compressions veineuses, que ce soit tumorales ou par hématome, les antécédents déjà de maladies thromboemboliques, l'âge, la grossesse et le postpartum, la contraception orale par oestrogène ou traitement hormonal substitutif, traitement par érythropoïétine, situation médicale aiguë, imposition d'hospitalisation, un allaitement, les maladies inflammatoires chroniques intestinales, syndrome néphrotique, l'hémoglobine hypercystique nocturne, l'obésité, voie veineuse centrale, thrombophilie constitutionnelle et acquise,
Et tous ces facteurs prédisposants vont agir par un ou plusieurs des facteurs prédisposants entrant dans le cadre de la triade de Virchow, c'est-à-dire stade sanguine, lésion endothéliale et état d'hyperviscosité et d'hypercoagulabilité. Pour ce qui est du diagnostic positif d'une thrombose veineuse, c'est-à-dire on va évoquer les diagnostics sur le plan clinique et par la suite on confirmera par des examens paracliniques, en sachant que aucun signe clinique n'est pathognomonique du TVP, c'est-à-dire la symptomatologie clinique nous aidera à évoquer, à donner une probabilité de la maladie et on sera obligé par la suite de confirmer ou d'infirmer le diagnostic par examen paraclinique, en l'occurrence l'écho-Doppler veineux. Les signes cliniques résultent généralement de la réaction inflammatoire pariétale et de l'obstruction du au caillot. La symptomatologie clinique dépend de l'importance de chacun d'eux. Elle est frustre ou même absente quand le caillot est non obstructif, parce qu'il n'y a pas d'aucun phénomène inflammatoire. Elle est au contraire bruyante quand s'associe à leur plus haut degré obstruction et inflammation. On aura la douleur, les signes d'appel plus fréquents, de plusieurs mécanismes, stase, spasme et inflammation de la veine. Elle peut être spontanée, minime ou absente. Elle doit alors être exagérée ou provoquée par la palpation le long du trajet veineux, comme on réalise le classique signe de Homens, c'est-à-dire le ballottement et la compression manuelle du mollet ou par la dorsiflexion du pied. Il faut savoir que le signe de Homens, c'est-à-dire en faisant la dorsiflexion du pied, n'est pas pathognomonique, mais évoque le diagnostic parce qu'il peut être positif dans d'autres atteintes musculo-tendineuses ou articulaires. Deuxième signe clinique, on a l'œdème. Il n'est présent que lorsque la thrombose entraîne une gêne au retour veineux, comme c'est le cas qu'il est occlusif et siège au niveau poplité fémoral iliaque. Généralement, il est dur, résistant et ne prend pas le goûter. La couleur est blanche, luisante, avec une augmentation de la température locale et une dilatation des veines superficielles. C'est la classique phlegma albadolens ou phlébite blanche, la plus fréquente des thromboses veineuses profondes. Quand cet œdème devient massif et brutal par propagation aiguë du carrefour saphono-fémoro-iliaque, la mise en tension sous-apoptotique entraîne une compression de la circulation artérielle, ce qui se manifeste par une forme grave avec signe d'ischémie, cyanose, s'étendant tout le membre accompagné parfois d'un état de choc. C'est la phlegmatia cellulaire dolens ou phlébite bleue qui constitue une urgence thérapeutique car elle conditionne le pronostic du membre. Particulièrement, heureusement très rare, 1% des thromboses veineuses profondes. Selon la localisation de la phlébite, on peut avoir d'autres signes. Par exemple, dans les phlébites pelviennes, survenant généralement après une intervention au niveau du petit bassin gynécologique, on peut avoir une thrombose pelvienne avec des signes atypiques, type de dysurie, de constipation, qui doivent évoquer le diagnostic en cas de chirurgie récente à ce niveau-là. On va avoir des thromboses veineuses, la veine cave supérieure, dans ce cas on aura une symptomatologie bilatérale des deux membres inférieurs. On peut avoir des thromboses de la veine cave supérieure, généralement le plus souvent dans un contexte néoplasique. Et on peut avoir exceptionnellement des thromboses veineuses du membre supérieur et surviennent généralement dans des cas particuliers, par exemple sur cathéter ou chez les toxicomanes. Les diagnostics différentiels sont nombreux, sachant que la spécificité des signes cliniques est faible, une multitude de situations avec d'atteinte ostéo-articulaire,
dermatologiques peuvent simuler la même symptomatologie d'une thrombose veineuse. C'est pourquoi on peut s'aider en calculant des scores de risque, comme par exemple le score de Wells, la thrombose veineuse profonde, et cela en calculant un score, en recherchant systématiquement les différents facteurs prédisposants et signes cliniques. Le fait de les associer peut soit vous aider à augmenter la probabilité du diagnostic ou à diminuer. C'est-à-dire en intégrant les facteurs prédisposants, les signes cliniques, on peut diviser le tableau clinique en 3 catégories. Faible probabilité de thrombose veineuse, probabilité intermédiaire, forte probabilité. C'est-à-dire, devant une suspicion de thrombose veineuse profonde, chez les patients qui ont moins de 80 ans, sans cancer connu, pas de chirurgie dans les 30 jours, on dose l'édédimère. Si c'est négatif, on élimine le diagnostic de thrombose veineuse. On cherche un diagnostic différentiel. Si les dédimères sont positifs, selon la probabilité clinique, si elle est faible, on fait une contention élastique et on fait un Doppler des veineux dans les 24-48 heures, si possible en urgence. Si la probabilité clinique est intermédiaire, on traite contention électrique, anticoagulant, et on fait un Doppler, et aussi en cas de probabilité clinique forte. Selon le résultat de l'écho-Doppler veineux, on aura soit absence de signe de thrombose veineuse, et devant une probabilité clinique faible intermédiaire, on cherche un autre diagnostic. Si on ne retrouve pas l'écho-Doppler de thrombose veineuse devant une probabilité clinique forte, on continue une surveillance clinique du patient, plus ou moins un traitement anticoagulant, et on refait l'écho-Doppler dans les 24 heures. Si l'écho-Doppler fait le diagnostic de thrombose veineuse, on traite. Chez les patients qui ont plus de 80 ans, qui ont une neoplasie connue ou ont fait une chirurgie récente dans les 30 jours, les dédimères ne sont pas contributeurs, et ici on passe d'emblée à l'écho-Doppler veineux des membres inférieurs. Diagnostic histologique d'une thrombose veineuse profonde, c'est-à-dire on recherche les facteurs déclenchants transitoires, on cherche une thrombophilie, généralement on recherche chez les patients moins de 60 ans, devant un premier épisode non provoqué de TVP proximal ou pulmonaire, premier épisode provoqué ou non de TVP proximal, ou le bilan chez la femme en âge de procréer, devant les récidives provoquées ou non de TVP proximal ou EP, et devant les récidives de TPV distal non provoquées. Le bilan de thrombophilie doit être pratique à distance de la phase aiguë, de préférence 2 à 3 semaines après l'arrêt du traitement anticoagulant ou traitement préventif par HBPM si l'on considère le risque de thrombotique important. Il ne faut surtout ne pas oublier la recherche systématique de néoplasie par un examen clinique bien conduit et des examens complémentaires selon le tableau clinique. Le traitement des thromboses veineuses profondes. Le traitement il est scindé en 3. On a le traitement anticoagulant en aigu, le traitement anticoagulant prolongé et la compression élastique. Bon, on discute l'alignement selon le contexte et l'hospitalisation. Par la suite, le syndrome veineux post-thrombotique, c'est-à-dire une des complications à distance, c'est-à-dire c'est des séquelles anatomique et hémodynamique par destruction de la valvule, qui a des manifestations cliniques de sévérité variable due à l'absence d'étanchéité des valvules. Et ici, l'écho-Doppler permet le diagnostic. Le traitement préventif de la maladie thromboembolique veineuse, qui est important, que ce soit primaire ou secondaire, c'est-à-dire en fonction du risque de survenue de thrombose veineuse, surtout en cas de réalisation de chirurgie, il faut
décider de mesures préventives. Quand le risque il est bas, généralement, il faut préconiser un lever aussi précoce possible. Quand il est modéré, c'est à base d'HBPM à faible dose. Quand il est à haut risque, à base d'HBPM à dose plus importante. Syndrome veineux post-thrombotique adulte. Le diagnostic positif de l'embolie pulmonaire. Toujours, il n'y a pas de signe pathognomonique clinique pouvant faire le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Il y a une multitude de signes cliniques qui peuvent survenir en cas d'embolie pulmonaire. On a la dyspnée, la douleur thoracique, la syncope, inconstamment associée. Aucun de ces signes n'est pathognomonique de l'embolie pulmonaire. Généralement, la syncope survient dans les formes graves avec réduction sévère du flux sanguin. La douleur thoracique est fréquente, secondaire à l'irritation pleurale. Et la dyspnée, signe généralement le plus couramment trouvé, surtout quand elle est soudaine, brutale. On peut avoir des précordialgites ou des hémoptysies noirâtres. L'examen clinique généralement retrouve une tachypnée, tachycardie, des signes de TVP ou de cyanose et une fièvre également possible. C'est-à-dire, tous ces signes cliniques ne sont pas vraiment pathognomoniques. Sur le plan des examens par clinique des brouillages, on a la radiographie du thorax. Elle permet surtout d'éliminer les autres causes de dyspnée. Il n'y a pas de signe pathognomonique radiologique en faveur d'une embolie pulmonaire. On peut avoir une multitude de signes, mais ils ne sont pas pathognomoniques. Il faut savoir, devant une dyspnée brutale d'installation aiguë, la radiographie thoracique, quand elle est normale, permet d'évoquer le diagnostic. Ce n'est pas pathognomonique, mais il faut y penser devant ce cas-là. La gazométrie artérielle, généralement, retrouve une hypoxémie, hypocapnie par FHF. Le CG peut être le plus souvent normal, comme on peut trouver des signes inconstants de signes de souffrance VD, sans qu'elle soit pathognomonique, par exemple ASPS incutoire, bloc de branche, complet ou incomplet, les autres signes. On cède aussi, dans ce cas d'embolie pulmonaire, du score de probabilité, c'est-à-dire l'imbrication de signes cliniques et de facteurs prédisposants pour avoir une idée d'ensemble de probabilité, examen clinique et paraclinique, permettent d'établir ce score. On a deux scores, le score de Wells, que ce soit dans sa version originale ou simplifiée, et les scores de Genève, qui peuvent aider par la suite au diagnostic. Je vous ai mis le tableau du score de Wells, la version originale et simplifiée. Généralement, les versions originales permettent de classer le score de probabilité en 3 niveaux ou 2 niveaux, c'est-à-dire faible, intermédiaire, élevé, embolie pulmonaire peu probable et probable. La version simplifiée, comme son nom l'indique, c'est-à-dire chaque élément est doté d'un point, c'est plus simple à retenir et à calculer, et le score est à 2 niveaux, EP, peu probable, et EP probable, que ce soit pour le score de Wells, le score de Genève. Chaque élément a un certain Pour ce qui est des examens complémentaires pour le diagnostic de certitude, on a les dédimères, c'est-à-dire, vous le savez, c'est le produit de dégradation de la fibrine. Les dédimères positifs traduisent la présence de la dégradation d'un thrombus au niveau de l'organisme, pas forcément dans l'embolie pulmonaire. C'est-à-dire, on a certaines situations, si je suis âgé, on présente cancer, inflammation, l'infection, nécrose et dissection aortique-osseuse, ces dédimères peuvent être à la base élevées. La valeur prédictive positive des dédimères est faible parce qu'il y a une multitude de situations où ils peuvent être positifs. Et par contre, leur valeur prédictive négative est forte, c'est-à-dire des dédimères négatifs éliminent en grande partie le diagnostic. C'est pourquoi on peut exclure le diagnostic de maladie thrombophonie chez les patients dont le score de probabilité clinique est faible ou intermédiaire. On peut s'aider de l'échodoppler veineux parce qu'il peut faire le diagnostic du TPVP profonde qui est à l'origine de l'embolie pulmonaire. La scintigraphie pulmonaire de ventilation perfusion est
c'est un examen important, beaucoup moins utilisé dernièrement parce que il utilise une logistique assez lourde et ce n'est pas tous les hôpitaux qui sont équipés de matériel de scintigraphie. Elle étudie à la fois la ventilation pulmonaire et la perfusion pulmonaire, c'est-à-dire le diagnostic d'embolie pulmonaire se fait chez les patients qui ont des territoires pulmonaires ventilés, non perfusés. L'angioscanner pulmonaire, actuellement, avec tous ces développements, est actuellement vraiment l'outil de prédilection pour le diagnostic d'embolie pulmonaire. Et on peut citer l'angiographie pulmonaire, qui était l'examen de référence, c'est-à-dire c'est l'examen qui vous fait le diagnostic de certitude de l'embolie pulmonaire en visualisant vraiment l'amputation du thrombus, mais c'est un examen invasif. Il faut introduire un cathéter dans l'artère pulmonaire. C'est pourquoi il est actuellement réservé uniquement dans les situations à visée thérapeutique. L'échographie cardiaque transthoracique permet surtout d'évaluer le retentissement sur le ventricule droit de l'embolie pulmonaire pratiquée au lit du patient. On peut retrouver une dilatation des cavités droites, le symptôme paradoxal, élévation des pressions pulmonaires. Comme dans certains cas, on peut trouver même un thrombus au niveau des cavités droites. Pour ce qui est de la statistique diagnostique, c'est-à-dire en joint la probabilité clinique embolie pulmonaire aux examens complémentaires. Et ce tableau explique l'apport de chaque examen complémentaire pour exclure ou confirmer l'embolie pulmonaire. On a dit que pour les dédimères, devant des dédimères négatifs devant un risque faible à intermédiaire ou d'embolie pulmonaire peu probable, élimine le diagnostic. Devant une embolie pulmonaire probable ou à forte probabilité, on n'utilise pas de dédimère. On passe d'emblée à l'angioscanner. Devant une suspicion d'embolie pulmonaire avec choc ou hypotension, si l'angioscanner il est fait, disponible, on le fait. C'est l'angioscanner qui soit il pose le diagnostic et on traite, traitement spécifique de l'embolie pulmonaire, soit il élimine le diagnostic et on recherche une autre cause d'instabilité hémodynamique. Si l'angioscanner n'est pas disponible devant un patient qui est en état de choc ou en hypotension, on fait une échocardiographie à la recherche de signes de surcharge VD. Si elles sont absentes, ça explique que le choc et l'hypotension ne sont pas secondaires à un cœur pulmonaire aigu, c'est-à-dire pas d'embolie pulmonaire, et on cherche une autre cause d'instabilité hémodynamique. Si on a des signes échocardiographiques en rapport de surcharge VD, on aura deux éventualités. Si on peut confirmer par un angioscanner l'embolie pulmonaire, on le fait, on traite, c'est positif. Si on ne peut pas confirmer par un angioscanner non disponible, patient très instable, on traite patient embolie pulmonaire. Pour quelle raison? Parce que l'échocardiographie, même en montrant une surcharge VD, ne fait pas le diagnostic positif d'embolie pulmonaire, elle fait uniquement un diagnostic positif d'un cœur pulmonaire aigu. Et l'embolie pulmonaire n'est qu'une des étiologies de cœur pulmonaire aigu. Les suspicions d'embolie pulmonaire sans choc ou hypotension, on évalue la probabilité clinique. Devant une embolie, on évalue la probabilité clinique à risque faible ou intermédiaire ou peu probable, on utilise les dédimères. Si elles sont négatives, pas de traitement, les diagnostics. Si elles sont positives, on cède d'un angioscanner qui fera le diagnostic d'embolie pulmonaire, on traitera ou éliminera le diagnostic. Devant une probabilité clinique élevée ou probable, on fait d'emblée l'angioscanner. Ici, les dédimères n'aident pas. Devant une embolie pulmonaire confirmée, on traite. En absence d'embolie pulmonaire, pas de traitement. Pour le traitement de l'embolie pulmonaire, la stratification du risque de gravité est importante. En se basant sur une classification, on a selon le risque de mortalité, on classe l'embolie pulmonaire en 3 stades. Faible risque, mortalité inférieure à 1%, risque intermédiaire, mortalité entre 1 et 15% en 30 jours, et haut risque, mortalité supérieure à 15% à 30 jours.
On a des marqueurs cliniques, biologiques et échocardiographiques. Les marqueurs le plus important, c'est le choc et l'hypotension. C'est les marqueurs principaux de risque de décès précoce. C'est-à-dire devant un insuffisance pulmonaire aiguë, la présence de choc et d'hypotension font toute la gravité des embolies pulmonaires. Si elles sont présentes, d'emblée chez un patient à haut risque. Les marqueurs de dysfonction VD, il y a des marqueurs échocardiographiques, c'est-à-dire retrouvés à l'échocardiographie, des marqueurs biologiques, c'est le BMP, qui témoigne d'une surface myocardique, et les autres marqueurs indirects, cliniques, c'est-à-dire d'atteinte des cavités droites, d'insuffisance cardiaque droite. On a aussi des marqueurs d'ischémie myocardique, de souffrance ischémique myocarde, en l'occurrence la troponine. On a les embolies pulmonaires à haut risque, c'est-à-dire en présence de choc ou d'hypotension. Un risque intermédiaire si des patients normotendus qui présentent des signes de souffrance VD ou de souffrance myocardique. Et les bas risques chez les patients normotendus sans signe de souffrance. On a aussi le score de PITSI, ou petit indicatif, qui peut nous orienter pour cette classification. Devant une suspicion clinique d'embolie pulmonaire, de premier abord, on évalue la présence de choc ou d'hypotension. Si elles sont présentes, c'est-à-dire on utilise la grande diagnostic l'embolie pulmonaire à haut risque, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire on fait un angioscanner pour confirmer si c'est possible. S'il n'est pas possible, on passe par l'échocardiographie et c'est-à-dire déjà précité. Cette embolie pulmonaire, quand elle est confirmée, elle est d'emblée à risque élevé et il faut une reperfusion primaire d'emblée, c'est-à-dire basée sur la thrombolyse et ou en cas de contre-indication ou d'échec à l'embolectomie. En l'absence de signes d'hypotension, de choc, c'est-à-dire on utilise l'algorithme diagnostic d'embolie pulmonaire à haut risque, non à haut risque, c'est-à-dire si c'est un peu probable, on utilise les dimères, puis éventuellement s'ils sont positifs l'angioscanner. Si embolie pulmonaire probable, on passe d'emblée à l'angioscanner. Par la suite, quand on confirme l'embolie pulmonaire, on peut évaluer le risque clinique. On peut utiliser par exemple le score de PITSI. S'il est faible, bas risque, c'est-à-dire on considère d'emblée sortie précoce avec traitement ambulatoire. S'il est risque intermédiaire, en fonction de la présence de signes de dysfonction VD et de souffrance VD et d'ischémie myocardique, on s'aidant à l'échographie, paramètres scanographiques et biologiques, troponine, BMP, BMP. Si tous les deux sont positifs, c'est-à-dire on est devant un score intermédiaire élevé, et ici il faut une surveillance continue du patient parce qu'à tout moment il peut passer, aggraver sa situation et passer à risque élevé avec choc, hypotension et impliquera de recours à une perfusion primaire. En l'absence des deux, c'est-à-dire la positivité d'un seul marqueur, c'est-à-dire dysfonction VD ou souffrance myocardique uniquement, on classe le patient en intermédiaire faible et ici il faut une hospitalisation, un traitement anticoagulant. Pour ce qui est du traitement d'embolie pulmonaire, dans les formes graves, on aura recours à l'assistance hémodynamique respiratoire. La reperfusion primaire dans les formes à haut risque est basée sur la thrombolyse, bien entendu en prenant en considération les contre-indications de la thrombolyse. En cas de contre-indication de la thrombolyse ou son échec, on peut passer à l'embolectomie, qui peut être soit chirurgicale, qui impliquera une sternotomie avec un haut risque, ou actuellement, il y a plusieurs essais d'embolectomie percutanée, c'est-à-dire introduction d'un cathéter à travers d'une veine humérale ou fémorale et passage au niveau de la vascularisation artérielle pulmonaire et thromboaspiration du thrombus. L'anticoagulation est le socle du traitement qui a pour but, comme on a dit tout à l'heure, diminuer l'extension du thrombus, la récidive d'embolisation. Peut être basé sur
l'héparine, que ce soit HNF ou papa pulmonaire, selon les différentes indications et situations cliniques. Par la suite, il y aura un relais par intucation orale. Actuellement, avec le développement des anticoagulants oraux directs, on peut éviter le recours des antivitamines K avec l'inconvénient de l'insister de faire un chevauchement avec les HPPN par la suite, surveillance de l'INR qui impliquera des fractures hémorragiques. On peut utiliser les anticoagulants oraux directs avec des schémas différents selon la molécule utilisée. Le traitement au long cours, c'est pour éviter les récidives, c'est l'anticoagulation orale. Selon le contexte, la durée de l'anticoagulation va changer. Si c'est une embolie pulmonaire chez un patient avec un facteur de risque déclenchant identifiable récidive, généralement la durée de l'anticoagulation est de 3 mois. En l'absence de facteur déclenchant, la durée de traitement dépasse les 3 mois et elle est limitée si récidive ou thrombophilie acquise ou innée. Notre particularité grave, c'est un outil qu'on peut utiliser généralement chez les rares cas des patients qui ont une contre-indication au traitement anticoagulant, que ce soit temporaire ou définitif. Situation particulière, on a un cas de grossesse, ici les examens paracliniques invasifs impliquant une irradiation et les échantillons d'iode avec une phototoxicité possible doivent être réservés aux situations à haut risque avec réalisation priorité des nécrodoppler veineux devant la faire une TT en première intention. Devant un thrombus intracardiaque qui risque de donner une embolie surajoutée grave, potentiellement grave, ici, selon le cas, on peut faire appel à la thrombolyse ou la chirurgie pour essayer de traiter ce thrombus. On a l'hypertension pulmonaire chronique post-embolique, qui est une complication à distance des embolies pulmonaires, surtout quand elles sont récidivantes. Ici, quand il y a un retentissement important, une symptomatologie importante malgré le traitement, on peut avoir recours à l'endartérectomie pulmonaire. Et il ne faut pas oublier que les embolies pulmonaires ne sont pas toutes thrombotiques. On a les autres formes d'embolie septique, gazeuse, graisseuse, amniotique, tumorale. Il faut savoir les évoquer, car dans ces cas, le traitement est étiologique. Il faut traiter la maladie initiale. Et je vous remercie.